Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Amis auditeurs et auditrices de la Voix des Grands Lacs, bonsoir. Nous sommes avec vous ce soir pour parler une nouvelle fois des sujets concernant la région des Grands Lacs et pour analyser, commenter, décrypter la situation actuelle, l'actualité de notre région, spécialement en RDC. Je suis avec Mama Sifa Kitumaini Nzabara et Jean-Claude Ndungutse. Chers amis, bonsoir. Bonsoir Mama Sifa. Bonsoir. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous pouvez dire bonsoir à nos auditeurs aussi, comme d'habitude. Bonsoir, mes chers camarades, monsieur l'ambassadeur, mon frère Jean-Claude. Bonsoir à tous nos auditeurs, auditrices, les habitants de la région des Grands Lacs, les Massissois, les gens de Rutshuru et maintenant les gens de Walikale. J'espère que nous aurons un bon débat sur le sujet différent qui nous anime pour essayer de trouver des solutions ou de proposer des pistes de solutions à tous nos auditeurs, mais aussi à la République pour améliorer la situation. Bienvenue. Merci. Oui, bonsoir. Oui, justement, on est parti à la volée. Donc, bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, je dis bonsoir aux gens de Massissi, aux gens de Walikale maintenant, aux gens de partout, d'ici de Kivu, à la région de Grands Lacs. Et je dis aussi bonsoir à tous les francophones qui nous suivent ce soir. Bonsoir aussi à toutes les populations de l'île Idjwi. Parce que hier, on a vu débarquer, plutôt atterrir, un hélicoptère dont on ne sait pas d'où il venait ni ce qu'il venait faire sur l'île. On attend les nouvelles, on attend les informations pour confirmer la provenance de cet hélicoptère, hein, parce qu'on ne sait jamais. On a déjà vu des avions rwandais atterrir sur l'île Idjwi avec des personnes bizarres. Donc, nous n'allons pas en parler avec plus de détails, mais on garde ça à l'esprit parce que l'actualité impose une grande vigilance. Alors, ce soir, donc, nous allons parler de quelques sujets qui font partie de l'actualité de la RDC et de toute la région. Premier point, c'est le séjour du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kisangani pendant 2 jours, où il a même tenu un conseil du gouvernement. Ensuite, nous parlerons, puisqu'on parlait de Walikale, la guerre qui se déroule, ou en tout cas les combats qui se déroulent dans la région de Kalembe, avec tout ce que cela peut comporter comme conséquence sur le territoire de Walikale. Nous parlerons ensuite de la présence de M. Franck Diongo à Kigali, avec d'autres membres de l'opposition congolaise. On parle de Azarias Luberwa et de certains autres qui auraient participé à des réunions avec les autorités rwandaises. Franck Diongo, ce n'est pas n'importe qui, c'est un ancien militant de la première heure de l'UDPS, de l'ancien président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi. Donc ce n'est pas n'importe qui malgré tout. On peut dire oui, c'est un opposant, affamé ou tout, non, mais il compte quand même parmi les fondateurs, si je puis dire, ou en tout cas les premiers militants de l'UDPS. Il est à Kigali, il est dans l'opposition, il a été invité par le gouvernement rwandais. Apparemment, il y séjourne comme un VIP. D'ailleurs, la réunion qu'il aurait tenue, c'est avec Corneille Nangaa, Azarias Luberwa et certains autres. C'est ce qu'on dit à Kigali. Est-ce une façon aussi de dire au revoir Luanda, bye bye Luanda? Est-ce que le processus de Luanda a vécu? Nous allons essayer de faire une analyse sans être trop sûr
de réellement de quoi cela retourne. Mais on a le droit de faire une analyse sur base des informations que nous détenons. Est-ce que vous voulez déjà, avant même de parler de Fatia Kisangani, l'actualité à Kalembe, dans la zone de Walikale, si vous pouvez en parler, donner les quelques éléments d'information que nous détenons. Est-ce que vous avez Oui. quelque chose? On sait que Kalembe était tombé dans les mains des rebelles du M23 ils avaient été chassés de Kalembe par le Wazalendo. Et puis, ils se sont renforcés. Ils ont repris Kalembe. Et j'ai discuté avec quelqu'un à Goma tout à l'heure. Il me disait qu'il se pose des questions. Il continue à avancer il s'enfonce dans Walikale. Donc, voilà, c'est ce qu'il me disait. En tout cas, les nouvelles qui viennent à Goma, c'est qu'il continue à avancer. Est-ce qu'après, à un moment donné, il va les contenir? Je n'en sais rien, mais il continue à s'enfoncer dans Walikale. À mon souci, je me dis, est-ce qu'ils ne veulent pas remonter vers la Chopo? Donc là, c'est mon souci. Mais sinon, voilà, les combats se font rage là-bas, dans ces coins. Que représente Kalembe dans tout ça, géopolitiquement ou géographiquement? Kalembe, ça constitue quoi comme zone, comme territoire? Non, Kalembe, moi je connais Kalembe parce que jeune, on allait chercher, mon père était commerçant, on allait chercher des haricots avec des camions, on allait chercher des marchandises pour aller les vendre à Goma. Donc, on passait par Mouesso, Nyanzare, il y a beaucoup de routes. Dans tout cas, Kalembe, je connais. Il y a très longtemps, mais je connais Kalembe. Oui, c'était un grand centre commercial. Il y a beaucoup de commerçants. On peut appeler centre de négoce, c'est ce qu'on appelle centre de négoce au Rwanda. Donc, c'est un grand centre. Mais c'est Walikale, en fait, c'est dans Walikale. C'est dans Walikale. Qu'est-ce que ça représente? Oui, ça représente quelque chose parce que n'oubliez pas que on avance, parce que toutes ces régions, en fait, c'est des régions, comment on appelle ça, horrifiques et tout ça, où il y a de l'or. Je pense qu'ils enfoncent pour chercher de l'or, en fait. Moi, je pense que c'est ça. Ça représente quelque chose parce que c'est des régions vraiment où il y a beaucoup d'or, il y a beaucoup d'arbres, voilà, il y a beaucoup de richesses, en fait. D'accord. Sifa, est-ce que vous auriez des informations récentes sur les combats de Kalembe? Éventuellement, est-ce qu'il y a eu beaucoup de déplacements des populations ou c'était juste entre l'armée nationale et les Wazalendo contre l'armée rwandaise et M23, AFC, tous les supplétifs de l'armée rwandaise? Ben, en fait, comme Jean-Claude vient de le dire, au début, pour la première fois, l'armée rwandaise a été refitée, donc on les a frappés férocement, puis ils sont partis. Et après, il y a eu aussi, après, ils ont eu un renfort, et à ce moment-là, l'armée congolaise et le Ouazalendo, c'est là ce que j'entends, ils ont fait un repli stratégique. Mais on ne sait pas pourquoi ce repli stratégique en même temps quand l'armée étrangère va occuper une zone, c'est pas une grande ville, mais quand même c'est un centre très stratégique, c'est comme le carrefour pour aller à Kisangani, mais aussi en descendre parce que c'est la porte d'entrée dans le Walikale. Donc, Kalembe est à la limite de Masisi, Ruchuru, Masisi et Walikale. Donc, quand même, c'est un carrefour qui est très important. Mais en même temps aussi, il y avait des combats parce que toute la semaine passée, j'entendais qu'il y avait des combats vers Kahira. Je pense que Jean-Claude connaît Kahira, c'est près de monastère Mokoto. Mais aussi là-bas, c'est un autre chemin que tu peux emprunter pour aller traverser, pour chercher le moyen d'aller dans les Walikale aussi. Donc, je pense qu'ils cherchaient, et ils ont ouvert plusieurs fronts pour trouver le moyen d'arriver dans le Walikale. Et je pense que Kalembe était comme leur moyen facile d'y atteindre. Et voilà, ils ont pu trouver ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? Ben, on ne sait pas. De toutes les façons, de petites victoires comme ça, quand ça s'accumule, ça peut être un défi pour la République, bien que
On pense que ce sont des centres, mais quand même, l'ennemi a pu prendre un centre de la République. Alors là, il y a des articles de Radio Okapi et d'autres journaux de la région qui disent qu'en fait, effectivement, ils attaquent sur plusieurs fronts Walikale. L'objectif, c'est d'occuper vraiment Walikale. Ça veut dire que derrière, ils ont des garanties que personne ne peut les en chasser. Et c'est la guerre, malgré tout. Nous avons toujours dit qu'il s'agit d'une situation de guerre, que ce n'est pas juste un exercice pour tester l'armée congolaise. Non, non. C'est une vraie guerre d'occupation progressive. Ça, c'est sûr. Voilà, donc ça, c'est les montagnes de la région. Walikale est là. Ensuite, vous avez... Apparemment, il y a des réunions même qui tiennent maintenant dans la région de Kalembe et de Walikale. On ne voit Jean-Marie, pas Et l'armée rwandaise. Jean-Marie, sur l'écran, on ne voit pas l'image. je vous envoie ce qu'on voit sur l'écran parce que c'est pas. Voilà, là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon. Vous, on ne vous voit plus. Moi, parce que j'avais mis ça, mais justement, j'allais. Ah, d'accord. Pardon. Okay. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, ok, voilà. Alors, donc, on n'a pas trop d'éléments sur ce qui se passe à Kalembe. Ça, tout simplement, ce qu'il faut noter, c'est que de nouveau, le Rwanda et ses supplétifs occupent de nouveaux territoires. Nous n'allons pas changer les choses, nous ne sommes pas sur le terrain pour combattre, mais si cela se passe, c'est qu'il y a un problème. C'est que, plus que jamais, le Nord Kivu devient le ventre mou de la République. Oui. Comme nous avons l'habitude de le dire. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, en fait? Qu'est-ce que ça peut vouloir signifier? Pour les habitants de la région, ça veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Sur les habitants de la région, les habitants du Nord Kivu, les habitants de la région en tout cas, bon, vous savez, la résilience est toujours là, hein, ils sont résilients, mais ils se demandent, mais moi, c'est les gens avec qui je discute, ils se disent, mais on entend que le gouvernement a acheté des armes, on entend que les militaires ont été formés, où sont ces militaires? Voilà les questions qui se posent, voilà les questions qu'ils nous posent. Et ils pensent que nous qui sommes ici, nous savons tout. En fait, c'est ça. Mais vous qui êtes là-bas, moi, j'ai dit, mais je suis ici, mais je ne suis pas à Kinshasa. Ils pensent que nous connaissons, nous savons tout. Ben, ils se posent des questions. Voilà, nos jeunes sont partis en formation militaire. On a fait des achats, on a acheté beaucoup d'armes, nous dit-on, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. D'accord. Alors, pendant ce temps, pendant que les combats se déroulaient à Kalembe, dans le Walikale, déjà, il faut savoir que ça fait partie du sud Kivu, je pense. Hein? Walika, non, oui. Oui, donc. Oui, tout à fait. Non, du nord, du Nord Kivu. Nord Kivu. C'est Nord Parce Kivu. qu'il y avait, à l'époque, on chantait le Nord, Goma, Rubero, Rutshuru, Masisi, Walikale, voilà. Il y avait une chanson qui disait. D'accord. Voilà. Et voilà qu'on confond tout nous-mêmes. Et de toute façon, la suite des subdivisions administratives actuelles, d'ailleurs, le président Tshisekedi les a mises un peu en cause. Hein. Lors de son séjour à Kisangani, ce sera le sujet principal de notre émission de ce soir. Le président Tshisekedi a donc passé 2 ou 3 jours à Kisangani. Il en a profité d'ailleurs pour tenir une réunion, ou plutôt un conseil des ministres sur place et a abordé des questions importantes. A abordé... il n'a rien éludé en fait. C'était un conseil des ministres ordinaire, sauf que là, il parlait en même temps aux populations de la place. On ne va pas revenir sur toutes les questions que le président a évoquées, les questions de l'heure, l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes, etc. Mais il a surtout abordé la question lancinante aujourd'hui qui provoque pas mal de polémiques malgré tout, hein, c'est la possibilité d'un changement constitutionnel ou d'une révision. Si vous avez suivi le discours du président et ce qu'il en a dit principalement,
Soit je commence par vous lire un article de Jeune Afrique sur la question. Vous savez, nous dépendons quand même des agences d'information, des journaux et autres. Tout à fait. Et puis, nous disons Jeune Afrique. Ce n'est pas non plus la panacée. C'est un journal qui est très très proche du régime de Kigali. Il travaille pour eux. Et donc, quelque part, dans leur article, nous restons bien sûr vigilants. Alors, ils écrivent. C'est le dernier article de Jeune Afrique sur la question de RDC. Ils disent, le titre Félix Tshisekedi a dit, notre constitution a été rédigée à l'étranger par des étrangers. Alors, pour Jeune Afrique, c'est une boîte de Pandore. Le président a ouvert la boîte de Pandore pour laisser passer tout de la part de l'opposition, de la part du parti au pouvoir, bien sûr, de l'Union sacrée, et puis des commentaires. Chacun est allé de son commentaire. Alors il dit, est-ce une boîte de Pandore? Il continue, Félix Tshisekedi veut modifier la constitution de la RDC. Engager un tel processus de refonte de la loi fondamentale, ce serait ouvrir la boîte de Pandore, donnant en cœur, c'est ce que disent l'opposition et de nombreuses organisations de la société civile, donnent en cœur pour dire ça, pour dénoncer cette ouverture de la boîte de Pandore. Est-ce que vous, ayant suivi le discours du président, vous pensez que c'est cela que ça signifie vraiment? Qu'est-ce que ça s'appelle justement? Pourquoi il parle de la boîte de Pandore? Moi, ce qui m'étonne, c'est que ces gens-là ont Macron disait qu'il n'y a pas de double standard. Mais je pense qu'il y a double standard parce que quand Ouattara a changé sa constitution, il a eu le troisième mandat, bientôt quatrième mandat, ils n'ont rien dit. Et puis Tshisekedi n'a pas dit, pourquoi il voit la boîte de Pandore quand la RDC parle de sa constitution? Parce que la révision de la Constitution et comment dire, la Constitution est la propriété de l'État et sa population. Et pourquoi il voit la boîte de Pandore dans ce que Tshisekedi a dit? Moi, je ne vois rien de boîte de Pandore. C'est normal que Tshisekedi évoque ça parce que vous vous souvenez, on en avait parlé déjà quand on s'est posé des questions, on ne mettait pas en cause, mais on se posait des questions sur le retard de la mise en place des institutions au Congo. Il y a un constitutionnaliste, je n'oublie son nom, qui avait dit, nous sommes victimes de notre constitution. Donc, il remettait en cause déjà la constitution. Donc, il y a des éléments qui bloquaient. Il faut discuter par rapport à ces éléments-là. On ne dit pas qu'on va changer la constitution. Tshisekedi ne dit pas qu'il va changer la constitution pour changer de mandat, pour continuer à vite en étant mettre président. Non, mais quand même, il y a des éléments qui ont fait que ça a retardé la mise en place des institutions. Je pense qu'il faut le voir, ces éléments-là. Moi, je Alors, pense le premier à l'avoir évoqué ouvertement et publiquement, je me souviens, c'était le professeur Ndawel. Exactement, tout à fait. Ndawel, oui, voilà. Le professeur Ndawel avait dit cette constitution doit être changée. Et là, d'ailleurs, il a travaillé sur un document de projet. Je pense qu'il l'a soumis à l'époque au gouvernement, sauf que, bon, c'est toujours dans les tiroirs, ce genre de projet. Effectivement, pour éviter que ce soit l'ouverture d'une boîte de Pandore, mais il a le droit, en tant que chercheur, en tant qu'historien, il a le droit de réfléchir et de dire ça ne correspond pas aux besoins actuels du peuple congolais. Mama Sifa, est-ce que vous croyez que c'est une boîte de Pandore qu'ils ont essayé d'ouvrir là ou... Ben, qui a fait ça, la Constitution congolaise, une boîte de Pandore? Et c'est justement, on doit savoir c'est quoi qui est dans cette boîte de Pandore. Parce que, comme le président a évoqué, la Constitution a été travaillée ailleurs. Peut-être cette boîte-là, c'est là où exactement le peuple congolais doit aller voir est-ce que ce qu'ils ont gardé dans cette boîte de Pandore, ce n'est pas désavantager le peuple congolais. Donc, le fait que même les médias qui travaillent pour Kigali
commencent à s'agiter en parlant des boîtes de Pandore, ils savent déjà. Donc, parce qu'on sait que quand même la Constitution, c'est un ensemble de lois qui régit un peuple ou un gouvernement. Et les lois, ce sont des actions. Mais ces actions peuvent permettre à un peuple de se développer, mais aussi ça peut contraindre aussi certains projets de ne pas se réaliser. Donc, est-ce que c'est codé dans la loi quand même, c'est un langage un peu codé qui peut ne pas être compris par tout le monde. Et c'est ça, moi, je pense, c'est là où les médias qui travaillent pour nos ennemis pensent que c'est une boîte de Pandore. Mais de toutes les factions, la constitution congolaise, c'est pour les Congolais, pour essayer d'organiser, qui va un outil de travail qui peut nous aider à améliorer nos conditions de vie. Et donc, si on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, donc moi, je ne vois pas un problème avec cette révision, mais quand même, il faut faire attention aussi parce que les ennemis peuvent en profiter, hein, parce que l'histoire et récemment, on a vu ce qui s'est passé à Macky Sall, à Dakar, quand il a voulu changer, modifier certains articles de la Constitution et ce qui lui a coûté aussi beaucoup. Donc, il faut faire attention, mais je ne vois pas un problème. Donc, on veut savoir ce qui est dans cette boîte, mais pour l'intérêt, si ce qui est dans cette boîte, c'est pour l'intérêt du peuple, moi, c'est pas un problème. Alors, Jeune Afrique continue en disant, en marge d'un déplacement à Kisangani, mercredi 23 octobre, le président congolais, c'est-à-dire Félix-Antoine Tshisekedi, a notamment déclaré que la constitution de 2006 avait été rédigée à l'étranger par des étrangers. Et il a annoncé la mise en place dès 2025 d'une commission chargée de se pencher sur une nouvelle loi fondamentale. C'est ce que rapporte Jeanne Le Bihan, donc journaliste de Jeune Afrique, dans l'article qu'elle a consacré à ce sujet. Jeune Afrique ajoute un sujet hautement sensible. Bon, elle a le droit de le dire, c'est son analyse, et effectivement, modifier une constitution, ça a toujours constitué un problème dans n'importe quel régime au monde, surtout en Afrique. Parce que lorsque vous changez, ou vous annoncez le changement ou la révision de votre constitution nationale, l'opposition saute sur l'occasion pour dire que les autorités en place, le gouvernement, le président, veulent changer pour se donner un autre mandat ou pour changer le nombre du mandat, et le nombre d'années pour chaque mandat. C'est un soupçon et c'est une suspicion tout à fait légitime aussi de la part de la communauté. Mais là où se trouve le problème, c'est qu'en fait, ils inventent des raisons qui n'en sont pas. Au moins, si on doit en croire la déclaration du président Tshisekedi à Kisangani, parce qu'il a dit que on en parle, beaucoup spéculent, mais ce projet, ce n'est pas une urgence. Il n'y a pas d'urgence à modifier la Constitution, que c'est le peuple qui décidera le moment venu. Parce qu'il y a des articles, effectivement, certains disent des articles verrouillés qui empêchent le gouvernement actuel de toucher à la Constitution, par exemple, pour modifier le mandat du président, pour passer de 2 mandats à 3, ça c'est verrouillé, on ne peut pas y toucher. Et le président, Voilà, il l'a reconnu et il l'a dit. Voilà. Il a dit ce que nous voulons peut-être réécrire, et ce n'est pas urgent. Nous mettrons en place une commission nationale pour réfléchir sur la possibilité de changer certains articles de la Constitution, notamment les articles qui ont bloqué et qui ont handicapé la bonne marche des institutions. Et c'est pourquoi il s'est référé notamment au retard de mise en place des institutions. La Massifa, rappelez-vous, avant la mise en place du gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Sénat, des assemblées provinciales, etc., nous-mêmes on le disait, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas se permettre ce luxe. 6 mois sans gouvernement, sans rien du tout, alors qu'il y a une guerre sur le territoire. Rappelez-nous un peu
ce qu'a pu être le retard de mise en place des institutions et pourquoi il doit y avoir effectivement des goulots d'étranglement qui ont empêché le gouvernement, le nouveau président élu, de fonctionner normalement et de perdre un an en fait de Oui, son tout à fait. mandat. Mais je pense aussi que ces médias ils cherchent à détourner l'attention du peuple sur des éléments qui ne concernent vraiment pas la République pour le moment, parce que le président déjà est clair sur ces points, que la révision, comme le mandat du président, c'est quelque chose à ne pas toucher. Mais ils veulent quand même attirer l'attention de la population sur ça. Mais on veut quand même, je sais que il y a d'autres éléments qui sont très importants, mais pourquoi ils se focalisent seulement sur cet élément? Si ce n'est pas seulement essayer de chauffer les esprits des Congolais sur des choses qui savent que c'est impossible, mais quand même, il faut perdre le temps de la population au lieu de réfléchir sur les choses qui vont faire avancer la République, mais se focaliser sur quelque chose qui ne va pas vraiment être touché. Donc, ils cherchent toujours à distraire le peuple congolais, mais ils savent réellement ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de semer la semence des révoltes, de confusion, tout ça pour discréditer ce que le président veut entreprendre dans ce projet de réviser certains articles qui ne nous aident pas en tant que République. Donc, ils savent ce qu'ils sont en train de faire, en fait. Vous parlez donc de la mauvaise communication, mais cela ne vient pas seulement de la presse étrangère, hein. Moi, je crois que quelque part, lorsque nous commettons des erreurs, nous devons le reconnaître. Il y a des chefs de médias congolais qui ont donné aussi le bâton pour, non pas pour se faire battre, non, pour faire battre le président Tshisekedi. Certains des youtubeurs très connus, ils ont dit, écoutez, on va changer cette constitution et cette fois-ci, on y reste à vie. Il y en a un qui a dit, oh, le président Tshisekedi va rester d'ici 40 ans. Il y en a un qui l'a dit, un des youtubeurs connus, pour être favorable au président Tshisekedi. Vous voyez, donc, lorsqu'un journaliste comme celui-là le dit, il met de l'huile sur le feu, en fait. Exactement. Au moment où le président, lui, moi, je trouve intelligent de sa part quand il a dit, moi, je pense qu'il a voulu clouer au pilori justement les opposants quand il a planté les décors en disant attention, il y a des articles verrouillés. Et ça, c'était vraiment pour préciser. Donc, on ne touche pas le mandat du président à l'Est. On essaie de verrouiller, on ne touche pas. Ça, vraiment, moi, je pense là, il cassait les arguments de l'opposition. Ils ne vont rien dire, ils ne changent pas la constitution, il ne veut pas se maintenir au pouvoir. Non. Ce qu'il veut, c'est qu'il y a quand même des éléments qui ne correspondent plus au temps que nous vivons aujourd'hui. Voilà la situation. Non, effectivement, comme Massif a le dit, c'est des personnes tendancieuses, hein, qui provoquent ce genre de crise. Ça peut commencer par un petit article comme celui de Jeune Afrique là, de Madame Le Bihan. Ça peut commencer par les déclarations d'un journaliste, entre guillemets, qui dit que le président Tshisekedi ne va plus quitter le pouvoir, et il dit c'est nous, en disant nous n'allons plus lâcher le pouvoir. Non, mais frère, ça c'est une grande chaîne de télévision. À partir de rien, il croit faire plaisir au président Tshisekedi, mais en fait, il le met. Mais non. Ouais. Non, il ne lui rend pas service. Mais aussi, je vais le dire avec attention, ce n'est pas mon intention, mais quand même, il faut qu'on le dise. Quand les Occidentaux s'attaquent à la République démocratique du Congo, pourquoi ils ne s'attaquent pas à l'Ouganda, à d'autres pays dont la dictature a régné pendant plusieurs années? Nous, on est dans une période de guerre, on essaie de trouver des solutions qui vont aider à la République à être stable, à tout faire. Donc, je pense que toutes les pistes qui peuvent mener à la solution, on peut toujours y réfléchir. Entre autres aussi, un autre mandat, mais je ne dis pas que le président lui-même a dit qu'il ne va pas changer la Constitution pour réviser cet article. Mais nous, ici, on est en train de réfléchir sur les pistes de solutions.
Et maintenant, pourquoi pas le peuple ne doit pas penser? Et pourquoi pas le président de la République ne doit pas penser? Et si la Constitution est l'une des pistes de solutions, toutes les possibilités sont possibles. On est dans le remue-ménage, brainstorming. On est en train de mettre sur la table toutes les possibilités qui peuvent aider la République démocratique du Congo à avancer. Donc, je ne pense pas on n'écarte pas certaines solutions à d'autres, mais on est dans le brainstorming. Ce n'est pas une étape de décision, ce n'est rien à faire, mais on voit quand même une mauvaise volonté dans certaines des déclarations, des articles qui sont en train d'être écrits, parce que c'est comme décourager le peuple aussi, parce que ça, c'est une façon aussi de bloquer les esprits des Congolais au lieu de penser, de réfléchir et aussi de proposer des solutions. Ou même réfléchir sur la proposition des chefs de l'État. Parce que quand même, ça demande que la population s'y participe pour soutenir le président de la République. Mais quand ils amènent des idées comme ça, c'est pour empêcher à la population de prendre le temps d'y réfléchir, de voir les avantages et des avantages. Est-ce que ça nous aide? Ça ne nous aide pas. Ils n'ont pas ce temps parce on présente déjà l'article négativement pour montrer que le projet, c'est quelque chose de négatif. Est-ce que c'est négatif? C'est à la population, c'est au peuple congolais de décider si c'est mauvais ou n'est pas mauvais. Bien entendu, il n'est pas question que les Congolais cherchent à imiter Museveni ou Kagame. Ce sont des dictateurs sanguinaires. On ne va pas les imiter, on ne les envie pas sur ce plan-là. Mais non, voilà. Là où le président a été très clair quand même, c'est qu'il a d'abord exclu l'urgence. Il a dit, il n'y a pas d'urgence pour modifier ou changer, mais il y a nécessité quand même qu'un jour on le fasse. Et comme Mamassifa vient de le dire, on est en situation de brainstorming, remue-ménage pour essayer de trouver une bonne solution. Mais en parlant de l'article 219 de la Constitution actuelle, qui effectivement bloque certains changements, qui dit, d'après l'article 219, cet article dit que aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Ça, ce sont des situations qui empêchent toute révision. On parle de révision, parce que toute modification n'est pas une révision. Non, non, pas du tout. Voilà. Et le président, moi, je suis en France depuis 90. Moi, j'ai vu Mitterrand comme président. J'ai vu Chirac, j'ai vu Sarkozy. Maintenant, j'ai vu Hollande et Macron. Il y a combien de fois ils ont changé, modifié des constitutions pour mettre, rajouter des trucs, l'avortement, on rajoute dans la constitution, c'est ou cela. Maintenant, je pense que on met dans la constitution l'avortement, le peuple français ne sont pas. Et le président Tshisekedi a bien précisé qu'il ne s'agit pas de réviser la Constitution, que la réflexion va même porter sur la possibilité de changement de république, de régime en fait. C'est-à-dire que la République, comme elle est définie aujourd'hui dans la Constitution actuelle, ne répond pas aux impératifs de développement global de la RDC parce qu'elle a été rédigée, cette Constitution, quand il le dit, parfois on parle du Rwanda, mais en fait, c'est M. Louis Michel qui a présenté les experts à Kabila. Vous savez que Louis Michel était le parrain de Kabila. Louis Michel, c'est ce libéral belge qui a accompagné Kagame dans tout le mal qu'il a fait au Rwanda et dans la région. Donc, le président Tshisekedi a cela en tête. Il connaît Louis Michel, il a vécu longtemps en Belgique, il sait ce que ces gens ont fait dans la région des Grands Lacs, et il se dit, en fait, ils ont placé des gens du Rwanda dans toutes les institutions de la République, et c'est eux qui ont profité de cette constitution fabriquée selon le profil des personnes justement en place. Et il est temps que ça change. Mais il a continué en disant, on ne peut pas organiser
On ne peut pas toucher à la Constitution sous forme de révision parce que c'est réservé au peuple. Seul le peuple peut le faire. Il entendait référendum. Le référendum, on sait aussi comment ça se passe. Il y a des conditions, il y a des pétitions qui sont recueillies au sein de la population. Et lorsque les pétitions remplissent un nombre de 100 000 citoyens congolais, là, on peut déjà commencer à penser à la révision. Pourquoi est-ce qu'on veut lui prêter des intentions, en fait? Parce que c'est ça. C'est ça. Oui, oui. On lui prête des intentions, on lui prête des idées ou des choses ou des paroles qu'il n'a jamais prononcées. Bien au contraire. Donc, Massif sur cette partie. Rappelez-vous, le président Tshisekedi a vraiment été très très clair. Il a dit que lui n'allait pas demander de réviser la Constitution, qu'il appartenait au peuple de penser, au bout de cette période de remue-ménage, de penser à faire un référendum ou autre chose, une révision. Le peuple, c'est voilà, on dit, on est dans la période de remis-ménage, brainstorming, et pourquoi pas. Moi, je pense que toutes les possibilités sont possibles. Toutes les pistes de solutions sont à explorer. On ne peut pas exclure quoi que ce soit. On sait que le président est allé à Luanda dans les négociations. On va en parler après. Mais c'était dans la même logique de trouver une solution à la crise actuelle. Est-ce qu'on devrait exclure Luanda? Non, parce que c'est une des pistes de solution. Mais on sait que la République a il y a beaucoup de problèmes et donc on ne peut pas, le peuple ne peut pas s'empêcher de réfléchir à des pistes de solution. Donc, tout piste, que ce soit le référendum, que ce soit la révision, que ce soit le changement. On peut toujours y réfléchir, mais on n'est pas sur l'étape de la décision. Donc, peut-être les gens, les médias, les ennemis de la République devraient s'agiter s'il y a une décision qui est déjà faite, mais il n'y a même pas une décision. Et, donc, c'est comme empêcher vraiment les gens même de réfléchir. Donc, vous ne devez même pas réfléchir à des pistes de solutions. Donc, vous devez vous asseoir là-bas. Nous, on va réfléchir pour vous ce qu'on vous propose comme solution et accepter cela. Et je pense que le peuple congolais a déjà dépassé cette étape-là. Et c'est ça ce qui agite les ennemis de la République parce qu'ils ont vu que avec la liberté d'expression, mais aussi la liberté de penser avec le gouvernement actuel, la population s'est investie dans les affaires de la République. Et c'est ça ce qui fâche certaines personnes, parce qu'ils s'attendaient que le peuple reste dans l'obscurité et dans l'esprit ou la mendicité. Vous venez, vous crachez sur le peuple, mais quand même le peuple doit se baisser et taper, vous donner bravo, merci. Et je pense que la population congolaise n'est plus dans cet état. Bien sûr, il y a beaucoup de problèmes, il y a des situations à résoudre, il y a la crise de l'Est, mais la population a le droit de réfléchir et je pense que le président actuel donne aussi à la population cette occasion d'autodétermination. Parce que moi, je trouve que c'est dans le sens de l'autodétermination où il essaie de dire à la population, et voilà, regarde ce qui vous bloque, mais c'est à vous de débloquer. Donc, si vous décidez d'être dans ce verrou, de garder le verrou, donc c'est à vous, mais vous êtes un peuple souverain, vous pouvez vous autodéterminer et je pense que il est en train de donner le bateau. Essayez de vous débarrasser de tous ces verrous, les cadenas qui vous empêchent vraiment de sortir et de se développer. Donc, c'est ça. Alors, Jeune Afrique a donné la parole au plus grand constitutionnaliste de RDC, qui n'est personne d'autre que M. Katumbi. L'ancien gouverneur Moïse Katumbi. C'est à lui que Jeune Afrique s'est adressé
pour donner son point de vue. Et Katumbi a dit, je vais vous lire le paragraphe. Katumbi dit, nous ne sommes pas naïfs. Si certains veulent y toucher, c'est pour permettre au président actuel d'effectuer un troisième mandat. Déjà, c'est tout. Le reste n'est que de l'habillage, affirmait donc l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, à Jeune Afrique, début octobre. Déjà, avant même que le président n'aille à Kisangani, Katumbi savait tout et il avait donné son point de vue. Et il continue. Félix Tshisekedi a-t-il l'intention, ça c'est Jeune Afrique, a-t-il l'intention de briguer un troisième mandat en 2026? Et Katumbi répond, la modification du mandat qui relève de la compétence du peuple ne me concerne pas, a-t-il assuré. Non, ça c'est le président Tshisekedi qui a dit ça. Mais l'autre critique, évidemment, d'après Katumbi et ses amis, c'est le timing choisi pour cette réforme, qui intervient au même moment que la crise dans l'est de la RDC, où l'armée congolaise et ses supplétifs, des miliciens, vous vous rendez compte? Donc les Wazalènes sont des supplétifs pour Jeune Afrique, parce qu'ils n'ont jamais été d'accord avec... en fait, le Congo n'a pas de souveraineté, ils n'ont pas le droit de créer des armées de patriotes. Et donc le timing n'est pas innocent, parce que l'armée congolaise et ses supplétifs des milices, ça, c'est qui les dit? C'est Jeune Afrique ou c'est Katumbi? C'est Jeune Afrique. Okay. Les milices Wazalendo ne parviennent pas à endiguer la progression du 1-23, le groupe armé rebelle soutenu par le Rwanda. Vous voyez déjà, la tendance, on voit un choix, un parti. Oui. Moi, ce que j'ai à dire déjà, Jeune Afrique se discrédite parce que allez demander comment dirais-je, l'opinion, ce que Katumbi pense, alors que le Congo a fait des constitutionnalistes. Il y a le professeur Nyabirungu, il y a l'autre professeur justement qui parlait de ce problème de constitutionnalité. Il y a beaucoup. S'ils avaient demandé quand même un constitutionnaliste renommé du Congo, là, allez demander à Katumbi qu'est-ce qu'il allait dire. Donc, ils ont fait le choix d'aller demander à Katumbi. Voilà. Moi, je pense, et puis Katumbi qui dit, c'est le troisième mandat, il peut être l'intention au président Tshisekedi. Tshisekedi n'a pas dit ça. C'est ce qu'on a dit. On est en train, c'est un remis-ménage, on est en train de voir, c'est que voilà. Je reviens sur le camp d'Aïouel, le professeur d'Aïouel que je connais bien, parce que je le connais à l'école de sciences sociales. Donc, le professeur d'Aïouel qui est historien, qui était ami au professeur, que j'ai connu au professeur Mbokolo, et qui était ennemi. Qui a été ennemi parce que Mbokolo a intégré Kabila, c'est Mbokolo, le professeur Mbokolo qui défendait que le troisième mandat de Kabila. Voilà. Et Ndaïwel vivait caché. Donc maintenant quand Ndaïwel, justement, il est sorti de l'ombre, quand il propose le changement par exemple, la révision de la Constitution, les gens pensent que c'est une sorte de revanche. Ok, ce n'est pas vrai. C'est un intellectuel, c'est un historien qui pense, c'est un penseur. Et donc, les gens ils prêtent justement à dire alors c'est une revanche parce que Kabila était caché sous Kabila, parce que c'est Mbokolo qui était vraiment l'enfant gâté de Kabila. Maintenant, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Moi, je ne vois pas ça comme ça. D'ailleurs, en tant que penseur intellectuel, donc il a vu, il est historien, et donc il a analysé les choses. Donc il dit, bah, je propose, il a fait un rapport pour le changement de la révision de la Constitution. Donc, donc c'est une piste, comme Massif l'a dit, c'est un remue-ménage, donc parmi tant d'autres, mais je pense que c'est sur la table, en fait. Sur la table pour discuter. Et puis aussi, parfois, on suit tout ce que les gens parlent des Wazalendo et ils pensent que les Occidentaux sont en train de jouer parce qu'ils sont en train de créer un discours sur les Wazalendo. On sait l'histoire du Rwanda avec les Interahamwe. On sait, est-ce que c'était quelque chose de négatif? Non. Mais quand tu parles Interahamwe, déjà, il y a une image, il y a des définitions, il y a une représentation sociale. Et je trouve que les États qui soutiennent le Rwanda
entre autres les Occidentaux, ils sont en train de créer une image fantôme de Ouazalendou. Quand on va parler de Muzalendo, ce n'est pas le patriotisme qu'ils vont voir. Parce que vous voyez qu'ils sont en train, il y a un discours. Et pour qu'un discours soit une action, il faut quand même la répétition. Ce n'est pas pour la première fois qu'ils appellent le Ouazalendo de milice. Voyez-vous, ils sont en train de créer un discours qui va transformer la mission ou l'image de Ouazalendo. Quand on parle de Ouazalendo, on ne parle pas de ses patriotes. Ils sont en train de construire une narrative derrière le mot Ouazalendo. C'est pourquoi ils parlent de milices. Mais les Ouazalendo, pour nous, c'est une force de réservistes. Ça se trouve même dans la Constitution. Pourquoi, avec quel droit un média français doit transformer les héros, les patriotes dans une force de milice? C'est pourquoi je dis les gens doivent faire attention. Quand on lit les articles, d'où va les termes? Parce qu'ils ne choisissent pas des termes au hasard. Parce qu'ils veulent passer un message et ils veulent transformer le message. Nous, les patriotes, nous sommes des patriotes, mais ils vont passer les patriotes aux milices. Et on sait, c'est quoi la définition d'une milice? Qu'est-ce que les milices font? Donc, tout ça, ce n'est pas un hasard. Et en plus, ils ont parlé Pas de innocent. timing avec la crise de l'Est. Est-ce que la crise de l'Est date d'aujourd'hui? Ça fait 30 ans que la crise de l'Est, même à l'époque Kabila, il y avait la crise de l'Est. Est-ce que quelle coïncidence ils veulent parler? Parce que la crise a toujours existé. Donc, je ne pense pas que ils écrivent juste pour essayer de semer les semences, to plant the seed. Mais ils sont en train de planter les semences négatives qui ne vont pas nourrir les esprits des Congolais positivement parce que déjà, le message, c'est négatif. Et ils choisissent des personnes qui ne connaissent pas vraiment l'histoire, le sujet en soi, pour se passer pour des spécialistes, mais c'est volontiers parce qu'ils savent que bah, cette personne n'est pas vraiment, ne connaît pas le sujet, c'est sûr. C'est comme moi, Maman Sifa, moi je fais des analyses, mais moi je ne suis pas politologue. Donc, m'amener sur un plateau pour parler des affaires politiques internes de la République, moi, je ne saurais pas répondre. Je vais répondre comme moi, Massif, mais je ne saurais pas répondre des affaires internes. Et c'est ça, ils choisissent vraiment des gens, pas par hasard, parce qu'ils connaissent que s'ils amènent des spécialistes, ils vont parler de bonnes choses, de la matière. Mais il faut amener les gens qui ne connaissent pas la matière pour aller passant pour des experts. Et c'est ça leur spécialité. Et puis, ce qui me choque des jeunes Afrique, c'est ils ont retenu justement que changement de discours, alors que Tshisekedi, dans son discours, il a dit beaucoup de choses. Hein. Il a parlé de la souveraineté de la RDC, il a parlé de la diversité, de la richesse de la diversité, il a parlé de beaucoup de choses. Mais ils ont retenu. Non, c'est pas, non, c'est rigolo parce que c'est, sur ce jeune Afrique, on sait, hein, on sait combien il gagne de Kigali, on le sait maintenant. Alors, on va peut-être passer à un autre sujet, parce que le sujet sur la modification de la Constitution, la révision possible, le président Tshisekedi a exclu cette volonté, ce projet immédiat, comme on le lui prête. Le président dit, j'ai pas l'intention de changer la Constitution à ma faveur, c'est le peuple qui va le faire. Voilà. Et on va quitter ce sujet pour aborder maintenant l'affaire Franck Diongo. Qui veut se lancer pour nous en parler? Le premier. Bon, j'en sais pas, j'en connais pas davantage, j'en sais pas davantage parce que j'ai lu, j'ai entendu, j'ai vu même son article sur X, il disait qu'il est allé au Rwanda. Je ne sais pas ce qu'il a expliqué, je ne l'ai pas lu vraiment. Mais moi, ce que j'ai trouvé, il a été allé au Rwanda.
rencontré justement, vous l'avez dit, rencontré Nanga, les Rouberois, avec les autorités rwandaises qui les encadrent. Et donc, oui, bon, maintenant, on se pose des questions sur ce voyage-là. Et c'est ces questions qu'on va essayer de voir ensemble. Voilà, donc, Mama Sifa, est-ce que vous avez des éléments sur qui est Monsieur Frank Diongo et pourquoi il est allé à Kigali? Moi, je ne le connais pas vraiment. Je connais les noms, que c'est quand même c'est un nom connu dans la politique congolaise, mais vous savez, moi, la politique elle ne m'a pas toujours intéressée. C'est dernièrement que je me suis intéressée parce que je trouve que maintenant la République est trop menacée. C'est aller plus loin, donc. Mais j'entendais toujours le nom, donc je ne peux pas dire trop sur sa personne parce que je ne le connais pas trop. D'accord. C'est que j'ai aimé, c'est que j'ai suivi, j'allais vous partager ça, je n'ai pas pu. J'ai suivi l'interview de Patrick Mbeko. Patrick Mbeko qui disait, il dit, mais les hommes congolais pensent, depuis la FDL, donc les hommes congolais pensent que pour avoir le pouvoir au Congo, il faut passer par le Rwanda. Donc là, le Rwanda, c'est un passage obligé, c'est Rome où se trouve le pape. Il doit avoir la bénédiction de ce pape qui est au Rwanda, qui s'appelle Paul Kagame, et pour aller au pouvoir, pour aller prendre le pouvoir au Congo. Et là, je trouve que c'est dommage, et c'est vrai, je partage cette analyse avec lui, et c'est dommage. C'est vrai, quand j'ai entendu ça, je me suis remémoré, j'ai dit, ben, c'est vrai. Donc, ils passent par le Rwanda pour que le Rwanda les aide à prendre le pouvoir. Donc là, c'est dommage que les Congolais qui se disent politiciens se fassent infantiliser toujours par le Rwanda. C'est triste et dommage. Moi, je pense aussi qu'il y a un manque de confiance parce que quand même, je sais qu'au Congo, il y a des intellectuels, mais qui n'ont pas pris le temps de connaître le pays, de connaître ses besoins, mais aussi de développer cet esprit patriotique. Parce que passer au Rwanda, c'est comme accepter d'être utilisé comme un outil, être un outil pour arriver à accomplir la volonté de quelqu'un d'autre. Parce que quand ils passent pour Kigali, moi, je ne sais pas, je ne pense pas que c'est Kigali qui les appelle, mais au contraire, il y a d'autres maîtres qui commandent, qui les disent, voilà, vous voulez du pouvoir, vous voulez voir la manne, voilà, on a notre émissaire à Kigali, il faut passer là-bas, on va vous donner les instructions. Je pense qu'il passe par Kigali, pas pour avoir le pouvoir à Kigali, mais c'est à Kigali où ils vont prendre les instructions. Mais ça montre qu'on a une classe politique qui a certaines personnes qui se vantent pour être des politiciens congolais, mais qui n'ont pas cet esprit patriotique. Parce que moi, je vois dans ça le patriotisme. Parce que si vous voulez vraiment travailler pour votre République, vous n'allez pas prendre les instructions dans un pays qui agresse votre pays. Donc, ce n'est pas parce qu'il veut changer quelque chose au Congo, mais c'est parce qu'il veut accomplir la volonté de celui qui va l'envoyer au Congo. Et c'est le passage de Kigali, c'est pour le rituel d'initiation. Ce sont des gens qui passent là-bas pour être initiés à cette idéologie de détruire ton propre pays pour ton propre bonheur. Et c'est ça, c'est différent du patriotisme parce que le patriotisme, c'est le sacrifice pour son peuple, pour son pays. Et je pense que dans ça, ce qu'ils sont en train de faire, il n'y a rien de ça pour le changement. Oui, ils amènent des discours, oui, on veut changer, on veut libérer. Même Nanga, il a dit qu'il veut libérer le peuple congolais. Mais il est à Rutshuru, il est en train de tuer le peuple. Donc, tu vas libérer qui? Tu vas sauver qui? Alors que tu es en train de tuer la personne que tu veux sauver. Et c'est quoi? C'est des contradictions qui ne font pas sens, mais qui démontrent combien
il y a des gens qui sont dans des institutions, parce que quand même, Nanga aussi, il a vécu, c'est un homme d'État, disons entre guillemets, il a travaillé pour la République pendant beaucoup d'années. Est-ce qu'il travaillait pour l'intérêt du peuple? On le voit maintenant que ce n'était pas pour l'intérêt du peuple. Et c'est pourquoi on dit, le temps nous dira toujours. C'est pourquoi je me pose toujours la question. Je pose toujours la question, est-ce qu'il fallait-il que Nanga prenne les armes? Un jour, il nous dira pourquoi. Fallait-il vraiment Ils savent prendre ce les qu'ils armes? font. Vous allez vous étonner en lisant une des dernières déclarations de M. Frank Diongo. C'est sur X. Voilà, c'est celui-là que j'avais vu, je pense. Ah, le voici, Frank Diongo. Il a un profil et un compte X tout à fait officiel, hein, et c'est son droit. Alors, sauf que, en parlant ici et en abusant du mot trahison, on a l'impression qu'il se parle à lui-même, notamment dans le deuxième point de son X. Si vous pouvez le lire, Jean-Claude, donc c'est ici au numéro. Complicité avec des forces extérieures. En s'alliant avec des puissances et des acteurs étrangers, Chilombo a mis les intérêts de la RDC en second plan, sacrifiant la souveraineté nationale et trahissant la confiance placée en lui par le peuple. Bon. Et en écrivant cela, Diongo se trouvait à Kigali. Non, c'est le monde à l'envers. Mais on voit quand même, hein, il sait aussi le jeu qu'il est en train de jouer. Parce qu'il met les étrangers, mais sans préciser quels sont ces étrangers dont il est en train de parler, comme si lui il est dans le pays avec les nationaux. Il est dans un pays étranger. Donc, il met ça au pluriel pour semer cette confusion. Quels sont les étrangers? Il fallait qu'il précise avec qui le président est en train de coopérer. Est-ce que c'est la SADC, les forces de SADC? Est-ce que c'est Voilà, le c'est ça. Burundi? Est-ce que c'est les Ougandais? Quelles sont ces forces étrangères que Tshisekedi avait signé des contrats avec pour ne pas assurer la souveraineté? Et or, on sait que ce soit les Burundais, et ce soit la force de SADC, ils sont là pour nous aider, pour ramener la paix et assurer la souveraineté de l'État. Donc, ils font pas, comme j'ai toujours dit, le peuple congolais n'est pas dupé. Ils peuvent utiliser des termes vagues et larges parce que ça, c'est trop large, mais on saura comment décortiquer, trouver les failles ou les messages qu'ils veulent passer pour. Donc, et si on lit exactement ces messages en relisant, on voit que ça reprend quand même le discours de Kigali. Il y a des mots, parce que Kigali aussi parle toujours comment le président a signé la force de SADC, qui a été aussi un problème. Et il y a le Burundi aussi qui a été toujours un problème pour le Rwanda. Donc, ce n'est pas par hasard qu'il mentionne ça, parce que c'est ça même le discours du Rwanda. Et donc, lui, il parle d'alliance avec des pays étrangers ou des étrangers pendant qu'il est à Kigali. Vraiment. Qu'il est logé par le gouvernement rwandais dans un hôtel de luxe, que c'est le gouvernement rwandais qui est en train d'organiser les réunions où Frank Diongo s'est retrouvé avec Nanga, Azaria Sulbelgwa et d'autres. C'est quand même assez étrange qu'il puisse faire un tweet de ce genre-là. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Frank Diongo, je vais leur montrer un peu le profil de cette personne. C'est une personnalité connue effectivement en RDC. C'est pas important. Peut-être c'est très important qu'on sache de qui on parle. Oui. Très important. Voilà le profil de Frank Diongo. Moi, je ne devrais pas me mêler de ce qui regarde Frank Diongo, sauf qu'il est au Rwanda maintenant et qu'il travaille avec le plus grand criminel africain, Paul Kagame.
Et là, à partir de ce moment-là, nous avons le droit d'en parler. Oui. Parce qu'il va alimenter la guerre. D'ailleurs, le président Tshisekedi a parlé de Franck Diongo sans citer les noms, hein, en disant tous ses opposants qui sont à Kigali. Il n'a même pas voulu citer le nom de Paul Kagame. Lorsqu'il a précisé que, une fois encore, le président Tshisekedi a précisé que les Rwandais, en parlant des ennemis du Congo, les Rwandais, mais il a dit ce n'est pas le peuple rwandais qui est notre ennemi. Pas le peuple rwandais, oui. Et le régime de cet homme-là qui dirige, qui écrase, qui tue les Rwandais, c'est ce régime-là qui est notre ennemi. Et là, le président Tshisekedi l'a précisé, et c'est très important. Voici donc Franck Diongo, pour qui le connaissent, pour ceux qui le connaissent ou qui ne le connaissent pas. Il était bien sûr candidat, il a participé aux élections nationales et provinciales pour son parti. Son parti, c'est le MLP ou... C'est là, le parti Lumumbi, c'est... Voilà, c'est le parti MLP, voilà. Voilà. Mouvement lumumbiste progressiste. Et je sais qu'il en a gêné beaucoup, ses camarades du même parti. Moi, je l'attends à son retour à Kinshasa, où il va, bon, je ne dis pas qu'il va s'expliquer, il ne va s'expliquer devant personne parce que il y a la liberté d'expression, mais je pense qu'il va, il va parler devant ses militants, il va parler devant les médias, il va nous expliquer. Il va nous expliquer. Non, non, il n'ira plus à Kinshasa puisque il a obtenu l'asile politique en Belgique. Avant d'aller à Kigali, il était déjà accepté comme réfugié en Belgique. Et donc, ce sont les mêmes intermédiaires, on peut imaginer, ceux qui ont rédigé. Ah, bon, ceci explique cela. Ce sont les mêmes qui sont allés négocier pour lui avec. Voilà, ceci explique cela. Voilà, il ne retourne pas à Kinshasa. Non, moi, je pense que c'est pas, j'allais dire, les membres de son parti politique devaient étudier sur son sort, sur son cas, à Kinshasa en tout cas, pour voir qu'il ne mérite pas d'être lumumbiste, celui-là. Non, il ne le mérite pas. Moi, je pense que les membres de son parti devaient réfléchir je me pose des questions par rapport à si vraiment sa présence est vérifiée. Si Diongo était avec Nanga et Azarias Ruberwa qui va et qui vient à Kinshasa. Il est depuis quelque temps régulièrement à Kigali. Bon, pourquoi on tolère ce que fait Azarias Ruberwa et qu'on ne tolère pas les autres qui se rendent à Kigali, qui deviennent des traîtres? Lui, on n'en parle pas. Hein. Est-ce qu'il est mandaté par le gouvernement? C'est vrai aussi, ça, là, c'est vrai, je ne m'étais pas posé cette question. C'est nous qui dénonçons Azarias Ruberwa, mais au Congo, visiblement, non. Rien ne sort. C'est vrai. Là, maintenant, ça me revient. Pourquoi tout de suite on dénonce Franck Diongo et Patrice Ruberwa qui est là tout le temps, personne n'en parle. Et il n'y a que nous qui nous posons des questions. Vous savez, je ne sais pas si quand je parlais, quand ils sont en train de parler, de répéter des mots, je pense que Ruberwa est dans cette boîte intouchable de rwandophones, de peuples qui sont maltraités. Et si une fois on questionne sur si son voyage de Kigali, ça peut créer un autre bulle qui peut créer aussi renforcer le discours de Kigali. Et je pense que nous devons aussi de faire ce discours parce que au fur et à mesure de le répéter, les gens pensent qu'ils sont permis de faire tout ce qu'ils veulent. Parce que si on est au Congo, on est un homme d'État ou on est un politicien congolais qui défend les intérêts du peuple, pourquoi aller toujours dans la maison du voisin qui est mon ennemi, qui détruit ta maison et on ne peut pas te questionner sur l'affaire? Et c'est pourquoi beaucoup de gens se cachent sur le terme la rwandophonie. Parce que moi, pourquoi je refuse ça? Parce que ça crée, ce n'est plus quelqu'un qui parle la langue rwandaise, c'est devenu une identité et une identité minoritaire, intouchable, de façon qu'on peut faire des bêtises tout comme on fait et on ne nous touchera pas. Parce qu'on a créé cette minorité au sein d'une grande république, au lieu que ce soit les gens qui parlent la langue
mais c'est devenu une identité d'un certain peuple. Et si on touche à ce peuple, c'est comme on est en train de menacer une minorité. Mais toute personne, un lingalaphone, peut parler le Kinyarwanda, il devient le rwandophone. Mais certaines personnes se sont appropriées la rwandophonie comme une identité particulière d'un peuple. Et c'est ça ce qui permet aux gens comme Azarias de faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils savent, oh, ne touche pas à mon rwandophonie, ne touche pas à mon tutsisme, même si ça n'existe pas, j'essaie d'inventer les mots. Donc, moi, je pense que c'est Il a à ce tout de suite été. niveau-là où on ne veut pas parler pour ne pas réveiller des discours de haine contre quelqu'un qui parle Kinyarwanda. Et si on veut résoudre le problème du Congo, on doit enlever cette identité parce que la rwandophonie, c'est pour toute personne qui peut parler le Kinyarwanda, mais ce n'est pas une identité de certaines personnes. D'accord, d'accord. Alors, est-ce que vous avez encore des éléments à ajouter? Parce que C'est ce que Massifa vient de dire quelque chose justement quand tu parlais de la rwandophonie. C'était que j'ai appelé dans la dernière émission quand je disais qu'ils ont galvaudé ce terme rwandophone parce que et Massifa vient d'évoquer autre chose parce qu'on vivait avec les Baoundés, les Banyanga, tout ça. Les Baoundés étaient obligés mais en force de vivre ensemble, ils parlaient notre langue. Nous parlions leur langue. Et donc là, c'est pour ça que justement, on pouvait se marier il y avait des mariages, voilà, j'allais dire interethniques ou voilà, mais il y avait des mariages. Et parce qu'on parlait la même langue, on se comprenait. Et pourquoi mais la rwandophonie, ils ont galvaudé ce terme rwandophonie que moi, je les refute maintenant. Je n'aimerais tout plus dans cette rwandophonie. Dans leur rwandophonie, en tout cas. D'accord. On ne touche pas à Azaria, c'est parce qu'ils ne veulent pas réveiller ce genre oh, on s'attaque à lui parce il est rwandophone et il est tutsi, tout ça. Et moi, je pense que le président actuel doit travailler sur cette question parce que toute personne qui parle le Kinyarwanda, c'est un rwandophone. Est-ce que c'est une identité des gens, de certaines personnes? Non, je ne pense pas parce que tout le monde peut décider de... Moi, je suis francophone. Est-ce que je suis française? Non. Je suis... Parce que je parle français. Et est-ce que c'est mon identité? Dans le contexte canadien, parfois aussi, il y a des politiciens qui utilisent ça dans des batailles politiques. Mais au Congo, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est devenu comme un peuple à part avec de déterminants qu'on peut aller toucher, voir, et donc des choses, des caractères, critères physiques qu'on peut, d'un peuple en fait. C'est devenu quelque chose qui est autre que la langue. Ça a dépassé les frontières de la langue à une autre chose qui est politiquement motivée et qui est instrumentalisée. C'est pourquoi les gens, certaines personnes pensent qu'ils sont intouchables parce qu'ils appartiennent à cette clique de personnes. Ils peuvent faire des va-et-vient à Kigali, comploter contre la République et personne ne peut pas y toucher parce que, oh, on ne peut pas y toucher parce que ça, c'est très délicat. Nous avons un exemple parfois, un exemple qui nous parle. Ombe Nyamuhombeza. Quand il parle Kinyarwanda, moi, au début, quand je l'ai écouté pour la première fois, j'ai dit, c'est la première fois que je vois un Munyamurenge qui parle. Et là, il a rigolé, il a dit non, 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 non. Et il a répondu justement à mon message parce que c'était en direct. Il dit, il y a quelqu'un qui m'appelle Munyamurenge. Non, je ne suis pas Munyamurenge, c'est parce que j'ai vécu au Rwanda, j'ai appris cette langue. Mais il n'est pas tellement bien qu'on ne peut pas imaginer que c'était Mouchi. Ouais, alors qu'il parlait Kinyarwanda. Donc, on peut parler la langue. Et là, on peut le qualifier, on peut le mettre dans la rwandophonie parce qu'il parle cette langue-là. Et donc, voilà. Donc, ils ne font pas. Non, non, moi, c'est pas. C'est créer ce groupuscule-là. Non, ça ne va pas passer. Ça ne passera pas. On va dénoncer ça. Et Tshisekedi l'a bien dit. Nous avons la diversité. Il y a cette richesse de la diversité qu'on doit respecter. Très bien. Alors, dans tout ce temps, bien sûr, tous les observateurs pensent à Luanda. Lorsqu'on Oui. entend parler de l'offensive de Kalembe, l'avancée pour occuper tout le Walikale et pour se diriger vers le sud Kivu, lorsque on voit les opposants congolais les plus virulents se retrouver à Kigali, alors que Kigali réclame
des réfugiés rwandais en RDC. Entre-temps, il est en train d'instrumentaliser l'opposition congolaise. Entre-temps, on lui prête des intentions sur la révision constitutionnelle, Katumbi qui entre en jeu, etc. Vous pensez que toutes ces accusations à l'égard du président Tshisekedi, pour dire qu'il travaille pour les étrangers, que ceci, que cela, j'ai même vu un article, un posting de M. Diongo, où il montrait une photo, il l'a montré une fois qu'il était à Kigali. Ça veut dire que ce sont les services rwandais, en fait, qui lui ont donné cette photo où on voit Étienne Tshisekedi avec Kagame en train de se donner la main. Cette photo existe. On sait que le président, plutôt l'ancien Étienne Tshisekedi, a été à Kigali au moins 2 fois dans les années 2000. Et je me rappelle qu'une fois d'ailleurs, nous, on avait fait un article pour le critiquer. Et il avait ensuite fait une déclaration en disant « Je suis à Kigali pour demander au Rwanda de retirer ses troupes. » Il l'avait fait. Alors, les autres ont dit « Non, 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 c'est sans doute pour demander de l'argent à Kagame. » Tshisekedi a dit « Je viens ici dans une mission qui n'est pas officielle. C'est mon parti qui m'a envoyé. » Il était allé. D'ailleurs, ça m'étonnerait que Diongo ne fût pas de cette délégation parce qu'il était dans le groupe qui accompagnait le président de l'UDPS à l'époque. Et donc, lui, maintenant, il est en train d'exhiber cette photo de son leader, Ton de mentor. son mentor, Étienne Tshisekedi, pour dire, voilà, son père a été à Kigali, donc j'ai le droit aussi de venir trahir à Kigali. Il a mis ça sur X, hein, et c'est une photo qui n'est pas très connue. C'est sans doute les services rwandais qui lui ont dit, écoute, tiens, regarde, nous avons déjà reçu son père, donc voilà, c'est notre homme. Et c'est ça que M. Diongo est en train d'essayer de faire passer. Qu'en pensez-vous? Ces méthodes-là de... Bon, on connaît les méthodes de Kigali, donc ils ont toujours des photos qu'ils brandissent. C'était moi, je pense que, bon, on l'a toujours dit, moi, je ne le cache pas, je l'ai toujours dit, j'ai dit que, à un moment donné, j'avais dit, souvenez-vous, j'avais dit que Tshisekedi, à un moment donné, il est otage de l'histoire de son parti. Parce que même si Tshisekedi est allé au Rwanda, on sait, moi je le sais, je ne veux pas le dire, qu'il y avait quand même des rapports, il y avait des fraternels entre le FPR et le parti, vraiment profond. Donc Tshisekedi, il est otage de ça, je l'ai dit, je l'aurais dit. Donc là, mais sauf qu'il essaie de sortir de là. Donc, Diongo essaie justement de ressusciter, en montrant ces photos, c'est pour montrer à l'opinion en disant que même s'il a fait, non, non, son père était là, donc là, je suis là. C'est une façon de discréditer Tshisekedi aussi, moi, je pense. C'est une façon, il faut suivre, c'est que peut-être, c'est qu'il va suivre par rapport à CB, il y aura des commentaires qui vont suivre. Moi, je n'ai pas vu cette photo, mais sans doute qu'il y aura des commentaires qui vont suivre. Il y en a eu beaucoup, hein. Il y a eu beaucoup de Voilà. commentaires. Il y a des commentaires qui vont suivre, parce que c'est une façon de, justement de discréditer Tshisekedi. Mais parce que à un moment donné, Tshisekedi, justement, c'est de marquer de cette histoire, de ce passé du parti. Moi, je pense qu'il essaie de. Bon, évidemment, il ne renie pas le parti en tant que tel, mais vous savez, quand vous évoluez, vous voyez l'évolution du temps, des choses, vous évoluez avec le temps. Et c'est ce que Tshisekedi a fait. À ce moment-là, qu'il y ait eu des relations avec les FPR, ils avaient des visions communes, une vision commune. Et ils pensaient qu'ils traitaient avec. Il n'a pas. Beaucoup de gens auraient. Moi, je pense que beaucoup de gens auraient joué les FPR, même au Rwanda. Ils pensaient que c'est déjà sérieux. C'est un peu. Mais il y a ceux qui ont déchanté, ils ont dit finalement, ils ont eu le courage de partir. Donc, vous, messieurs l'ambassadeur, ce n'est pas parce que je suis devant vous que je ne veux pas le dire, mais vous l'avez, sauf que vous l'avez fait très tôt. Vous l'avez remarqué très tôt, vous dites non, 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 non. Moi, je ne peux pas cautionner ces choses-là. Vous voyez, donc il y a des gens comme ça, donc je ne peux pas condamner Étienne Tshisekedi d'avoir justement discuté, de s'être approché, de rapprocher de FPR et de Kagame. Non, c'était des visions politiques à des visées politiques. Mais quand vous vous rendez compte que la personne vers laquelle vous allez n'est pas sérieuse, où il joue de double jeu, vous dites non, 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 je sors de là. Donc, moi, je pense que
Ça ne va pas tenir parce que Tshisekedi a compris le double jeu de Kigali, a compris le double jeu de Kagame. Donc voilà. Moi, je pense, non, ça ne va pas tenir. Ben, on sait aussi, on ne doit pas, il doit le faire quand même. On sait que même le père Mouzé, quand il a accepté l'appui du Rwandais, de l'Ouganda pour venir au Congo, il ne savait pas vraiment l'agenda. Peut-être que le père aussi ne savait pas justement l'agenda du Rwanda et ses parents. Et puis, il est en train de le découvrir maintenant. Donc, il n'est jamais trop tard de faire ce qui est bon si vous découvrez quand même la vérité sur certaines choses qui peuvent avoir un effet négatif sur la population. Donc, et je pense que comme un politicien en plus opposant, il faut quand même, je pense, le père aussi, ce qu'il dit, le faisait dans le cadre de chercher l'appui ailleurs. Tout Mais à comme fait. on le sait, les Occidentaux ne font pas des choses par hasard. Ils cherchent toujours des gens qui ont un pouvoir quelque part sur une partie de la population qui peuvent faire passer leur message. Et c'est à partir du père que c'est que dit qu'ils ont fait cela. Est-ce que le fils doit continuer avec ça? Non, il n'est pas obligé, bien que le père est le fondateur du parti. Mais comme on vient de parler de la révision, les partis aussi politiques peuvent changer sa politique si la politique qu'il menait va à l'encontre vraiment de l'aspiration du peuple. Si l'aspiration du parti au début, c'était la liberté, la promotion du bien-être du peuple, parce qu'il y a le progrès, mais c'est que certaines personnes du parti n'avantage pas les aspirations du parti et du peuple. Je pense que le président peut aussi changer. Donc, la photo, oui, dans les alliances peuvent se faire et se défaire. Donc, c'est pas quelque chose si on fait une alliance, Surtout les alliances c'est politiques. éternel. Donc, utiliser la photo d'une façon, il y a un mot que je voulais utiliser, mais je ne vais pas l'utiliser sur le plateau. Je garde ça, mais c'est essayer de montrer discréditer ce que le président est en train de dire, de faire. Mais les alliances, ça existe, mais on peut toujours les défaire. Et la photo, oui, quand on fait des alliances, il y a des photos qui restent, mais les choses changent, le temps évolue et puis on change. On parle de toute façon d'une photo de 2003, je crois. Non, 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 2002-2003. je vais rajouter quelque chose. Je vais rajouter quelque chose. Il aurait pu même montrer la photo de Tshisekedi avec Kagame, hein, parce que n'oubliez pas que Tshisekedi, la première visite, et c'est ce qui explique cela, mais la première visite, il a réservé au Rwanda quand il a accédé au pouvoir. Donc là, c'était l'ouverture. C'est peut-être dans la continuité, peut-être c'était dans la continuité de cette amitié qu'il est lié à son père. Mais finalement, il s'est dit, mais finalement, c'était Oubla, ce monsieur-là. C'est lui, mais c'est qui là? L'ancien ministre belge qui a traité Kagame de bandit, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Donc, comment il s'appelle l'ancien ministre là, Oui, socialiste qui a traité Kagame de bandit. Oh là là. c'est pas grave. Continuez. Bon, du coup, donc, il a découvert la vérité. Il dit, ben, puis, il a autorisé l'entrée de troupes rwandaises. Moi, je l'ai rappelé la dernière fois. Donc, quand il les a laissés entrer au Congo, vous voulez chasser les rebelles, vous voulez éliminer, venez. Bon, c'est que dans ce cadre-là, finalement, il a dit non, ces gens-là veulent quelque chose. Il a signé des contrats avec Kagame. Mais pour Kagame, c'était tout ou rien. Et du coup, lui a dit non, non, ça ne se passe pas comme ça au Congo. Donc voilà, il a découvert la vérité. Il a dit non, j'ai découvert la vérité. Maintenant, vous ne mourrez plus. Alors, tout à l'heure, quelqu'un a, a suggéré qu'il y avait une politique de diabolisation des Wazalendo. Alors, effectivement, lorsqu'on écoute même ou qu'on lit les postings des jeunes du Nord Kivu, on a l'impression qu'ils ne croient plus aux Wazalendo parce qu'ils les citent souvent parmi les bandits qui volent les magasins des commerçants de Goma ou alors ceux qui assassinent les populations. Est-ce que vous pensez vraiment que
Ça fait partie de cette stratégie de détruire et de noircir les Wazalendo, ou alors c'est autre chose? Est-ce que c'est fortuit? Comme je l'ai dit, il y a des discours. Il y a des gens, les discours, qui créent des discours, ils les répètent pour créer une image. Et quand même, il y a donc, je pense tous ces discours qui se prononcent chaque jour contre le Wazalendu, c'est pour créer cette image d'un Muzalendu, mais une image qui parle. Ce n'est pas Muzalendu comme on entend la définition. Il faut créer cette image quand on entend le mot Muzalendu, on voit un tueur, un bandit, un voleur, tout ça. Ils sont en train de créer une image diabolisée le mot Wazalendu. On n'a pas ignoré que Moulumba l'avait déjà dit il n'y a pas longtemps. Il avait dit que le Rwanda a créé aussi des faux Wazalendu. Pour essayer de créer cette image négative, ils vont créer le Exactement. chaos au nom de Wazalendu. Mais ce n'est pas par hasard, parce que le Wazalendu, le vrai Muzalendu, c'est quelqu'un qui dérange, qui a empiété les progrès, le plan de certains gens qui pensaient qu'ils vont récupérer le pays dans quelques jours, comme c'était l'habitude. Mais ils oublient que le Ouzalendu, c'est un esprit, ce n'est pas les individus. Ils vont créer l'image d'un Ouzalendu comme un tueur, mais le Ouzalendu, c'est spirituel, c'est un esprit, c'est une idéologie, ce n'est pas l'individu. Mais eux, ils veulent créer le Ouzalendu comme des individus, un groupe d'individus, et c'est pourquoi ils essayent de répéter pour créer cet imaginaire de Muzalendu. Mais nous, les vrais Wazalendu, c'est quelque chose de spirituel. Même si vous essayez de construire une image de Muzalendu, c'est comme les gens, je vais donner l'exemple, j'espère que mon frère Jean-Claude ne sera pas fâché parce qu'il est catholique. Les catholiques, souvent, ils créent Jean-Marie aussi, hein. et il crée l'image de Jésus à l'image. Mais Jésus, ce n'est pas ça dans cette image. Jésus, c'est autre chose. C'est quelque chose de spirituel, intangible, qu'on ne peut pas voir. Et c'est la même chose. Bon, certaines personnes peuvent voir l'image de Jésus et ça peut rappeler justement Jésus qu'on connaît spirituel, mais il y a d'autres aussi qui n'acceptent pas l'image. Et le vrai Ouazalend, je pense qu'ils sont dans cet esprit-là. Le Mouzalend, le Ouzalend, c'est spirituel. C'est cette vocation, c'est ce sacrifice, c'est ce travail qu'on fait sur soi de vouloir changer son pays. Mais le Rwanda n'a pas compris, les Occidentaux n'ont jamais compris et ils ont cru au Ouzalendu d'un groupe d'individus qui sont en train de... Ils trouvent les Ouazalendu dans les actions, les mauvaises actions. C'est pourquoi ils essaient de diaboliser. Mais ils oublient que ce n'est pas l'individu, ça c'est spirituel. Et c'est pourquoi ils ont peur. Ils ont peur de ça. Parce que si c'est quelque chose qui est basé dans le spirituel, il faut trouver aussi une force spirituelle pour comprendre. Mais eux, ils cherchent le Ouzalendu dans les axes et ce qui ne fonctionnera pas. C'est pourquoi ça n'a pas toujours fonctionné. Mais le chef de l'État a compris c'est quoi le Ouzalendu. C'est pourquoi il a dit on doit encadrer cette population. Parce que ce n'est pas pour hasard qu'ils ont mis dans la loi. Parce qu'il a anticipé qu'il y aura des gens qui vont vouloir diaboliser les Ouazalendu et après, ils vont courir après pour les traquer comme des régimes passés, on l'a toujours fait. Les Ouazalendu ont toujours existé, donc il n'a pas... notre président actuel, il est un visionnaire, il voit très loin. Et il a mis dans la loi parce qu'il savait ce qui va suivre. Mais les gens ont déjà échoué parce que c'est déjà les Ouazalendu, les vrais Ouazalendu, sont protégés par la loi congolaise. Merci beaucoup, mon Sifa. Jean-Claude Ndongouté, un mot de la fin pour Oui,
Un mot de la fin, d'abord, je reviens sur le Ouazalendo parce que si les journaux français comme Jeune Afrique parlent de Ouazalendo vraiment dans des sens négatifs, c'est que ils connaissent la valeur de Ouazalendo, ils connaissent la valeur de la ministre d'autodéfense, parce qu'en France, ça a existé. J'aime toujours revenir sur Jean Moulin, c'est parce que j'ai étudié à l'université Jean Moulin à Lyon, peut-être, mais j'aime revenir sur Jean Moulin parce que il représente vraiment la ministre d'autodéfense en France. Il y en avait beaucoup qui ont combattu vraiment les Allemands. Et ça, ils savent la force justement de ces milices d'autodéfense, de l'armée du peuple. Ce n'est même pas les miliciens, c'est l'armée du peuple, la résistance populaire. Ils savent la valeur de la résistance populaire. Et là, c'est pour ça que justement, ils disent que ces gens-là sont dangereux parce que, et d'ailleurs, ils ont montré les dangerosités parce que, dans le bon sens, pour moi, quand je dis dangereux, c'est dans le bon sens. Ça veut dire que contre l'ennemi, ils ont stoppé l'ennemi. C'est ce que Mama Sifa disait. Ils pensaient qu'ils allaient prendre le Goma en 15 jours. Ça n'a pas eu lieu. Ils contrôlent les Goma, ils vont à Walikare partout. Mais les Ouazalendo sont là, hein, même si ils se défendent comme ils peuvent, mais ils sont là. Et c'est ça, en fait, les diaboliser, ils essaient de les diaboliser pour essayer de les transformer. Vous ne voyez pas que c'est le même schéma comme le Rwanda. Au Rwanda, maintenant, tout opposant est devenu, surtout sur les Moutou, c'est les Mitterrand. Et c'est ça, en fait. Maintenant, ils veulent de diaboliser le Ouazalendo, de transformer en Interarbre. Le schéma, c'est ça. Et là, du coup, c'est pour ça que j'invite les Congolais à être très prudents et vigilants là-dessus. Un Mouzalendo, le terme Mouzalendo, c'est patriote. Qu'ils le sachent très bien. Mouzalendo, c'est patriote. Et les patriotes ont besoin, au droit d'exister pour défendre leurs sorts, leurs parents, leurs terres. Voilà. Donc, moi, je pense que qu'ils les diabolisent, ça ne va pas changer. De toute façon, ils ont toujours existé. Hein. Tu sais, quand ils est arrivé, ils étaient là. La résistance était toujours là. Donc, ils ne sont pas nés hier. Ils ont été toujours là. Ils ont essayé justement de canaliser, de les organiser, mais ils ont toujours existé. Et c'est la différence aujourd'hui, c'est que le gouvernement actuel ne traque pas les Ouazalendo, au contraire, il les encourage de continuer à défendre parce que même tous les rébellions qui se sont succédées, ils n'ont pas pu réussir à cause qu'il y avait les Ouazalendo, mais qui étaient regroupés dans des groupes d'autodéfense dans leurs ethnies différentes. Maintenant, l'unification, cette union, ce travail commun, c'est ça ce qui fait peur. Mais le gouvernement a compris que nous, on doit soutenir nos jeunes. Et c'est ça ce qui diffère. Le gouvernement actuel est différent d'autres gouvernements parce que les autres décourageaient cet esprit de patriotisme. Mais le gouvernement actuel encourage cet esprit de patriotisme et encore encourage plus de jeunes à adhérer à ce patriotisme. Et c'est ça ce qui fait peur. Parce qu'on ne peut pas contrôler un peuple de lui dire quoi faire s'ils veulent travailler pour la souveraineté, la libération. Et il n'y a personne qui a, même les pays forts comme les États-Unis ont échoué en Vietnam parce qu'il y avait des patriotes qui se sont battus contre les Amériques. Et c'est ça, ils veulent toujours décourager cet esprit parce qu'ils voient, c'est un lion qui dormait, qui est en train de se réveiller petit à petit. Il faut à tout prix frapper sur la tête. Mais ils ont échoué parce que le gouvernement de notre président actuel, Antoine Chilombo, il a compris c'est quoi le patriotisme et la patrie ou la mort nous vaincront, c'est ça. Alors, par contre, on ne peut pas conclure parce qu'il y avait une question qui avait été posée, Luanda. Bye bye Luanda ou pas? Parce qu'il faut parler de Je me Luanda suis dit aussi. que vous ne vouliez pas y répondre. Et Ah, comme non, 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 moi je n'ai... l'heure de Non, la non, non. fin Pas approche, du tout, pas on du tout, vous pas du tout. donne Non, non, 2-3 non. minutes et on aura terminé. Oui, voilà. Est-ce que Luanda, bye bye Luanda ou pas? Je me dis, je sors des articles parfois sur Facebook, j'ai dit, Luanda, ça commence à trop durer. Quand ça commence à trop durer, ça sent mauvais. Moi, quand ça commence à trop durer, ça sent mauvais. Je dois détourner en bourrique. Au début, c'était bien. Bon, moi, je commence à douter de Luanda. J'ai envoyé des articles en disant que je commence à douter de Luanda. Ça commence à trop durer. Et quand ça dure trop longtemps, ça sent mauvais. Moi, je pense que
il faut être prudent par rapport à Luanda. Il faut que le gouvernement congolais soit misonga, comme on disait à l'époque. Voilà, j'ai terminé. Mais on ne peut pas ignorer, nous, on savait toujours, dès le début, qu'il n'y aura rien qui va sortir de Luanda. Je suivais une émission quelque part où il faisait le décortiquage du processus de Luanda, où il y a quelqu'un qui disait que le Congo est allé dans le processus de Luanda. Il savait déjà qu'il n'y aura rien, mais il y avait des choses qu'il cherchait comme des preuves, tout ça, tout ça. Donc, tout le monde, on savait que c'était la distraction. Le Rwanda n'a jamais négocié pour de bonnes raisons. C'est pour distraire l'opinion. Donc, que ce soit bye-bye ou pas, on le savait, c'était une distraction, c'était le passe-temps pour le Rwanda entre-temps pour chercher le financement, stratégie, changer la manière de faire. Et entre-temps, peut-être il y a des têtes qui devraient tomber, mais c'est la manière de faire de Kigali. Donc, moi, je ne m'attendais pas à grand-chose de toutes les façons. Donc, la montagne a accouché d'une souris, donc c'est bye-bye Rwanda pour moi. Je ne sais pas. Bon, peut-être ça va couper, mais je sais pas. Il était enceinté par des souris. On verra, on verra. En tout cas, attendons cette semaine. Je crois que la semaine prochaine va nous réserver des surprises dans le domaine diplomatique et aussi militaire. Sans être un prophète, je sais que quelque chose va se passer du côté de Walikale dans les deux sens. Parce qu'effectivement, on a trop joué sur les nerfs du gouvernement congolais. Je crois, hein, moi, si j'étais à la place des dirigeants actuels, je mettrais en avant les moyens militaires pour neutraliser l'armée rwandaise et ses supplétifs. Parce que, vous savez, il faut écouter le langage du gouvernement rwandais actuellement. Tout à fait. Oui, quand il parle de Walikale, certains journalistes disent « Ah oui, oui, le M23 avance. Ils sont presque à la limite de Walikale et des provinces du Nord. » Vous voyez? Oui, oui. Il faut absolument que le Congo montre les muscles. Ça, je ne dis pas que c'est la seule solution. Parce qu'il veut remonter vers Kisangani. Donc là, il faut qu'il sache ça. Parce qu'au moment où le Rwanda, son armée et les supplétifs qui l'accompagnent, et pas l'inverse, au moment où il fonce vers Kalembe, c'est en ce moment-là qu'il y a la fameuse réunion de Kigali. Oui, voilà. Ce n'est pas pour favoriser les pourparlers de Rwanda. On va s'arrêter là. Nous demandons à tous nos auditeurs de soutenir notre chaîne. En même temps, bien sûr, nous soutenons beaucoup tous ceux qui, comme patriotes congolais, essaient de tout faire pour arrêter ces sauvages qui foncent vers Walikale et qui continuent de tuer les populations congolaises et les réfugiés rwandais. Il faut le savoir aussi et il faut le dire. Tout à fait. Donc, likez cette émission, partagez-la, montrez que vous soutenez notre chaîne parce que nous avons en face des forces hostiles qui sabotent nos émissions et vous le verrez dans certaines émissions, on s'est arrêté à un nombre de vues sans raison aucune et nous avons appris que en fait il s'agissait de pétitions venues de Kigali pour dire que notre chaîne utilisait le langage de la haine. Ah oui? Oui, oui, oui. On a été accusé par Kigali en fait, par son réseau médiatique. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Et j'encourage les Wazalendo, comme d'habitude, comme Mama Sifa l'a dit, si nous nous mettons ensemble tous, oui, et si nous préférons les intérêts de la paix dans la région, eh bien, nous vaincrons. Merci beaucoup. Et avant de nous quitter, je vous propose la chanson que vous aimez tous. Oui. Pour célébrer, c'est une... les Monia. Les Wazalendo, ils sont là. Moniabo. Janvier Karairi, qui dans ma sana sukuru bule dae, kabidon kili kichono ya kotumbae.
l'EDP, l'ensemble de toutes les matières premières. Le vrai patriote, l'espoir de toute une nation. Appelle-moi le King Sisley, tu vas bien ici. Terminator. Les défenseurs Jean-Pierre Bemba. Ya Samaru Kwale. Mupige sensi. Zongisa bango esika bautakie. Janvier Karairi na shukuru bure da bobe tamukuna. Zongisa bango esika bautakie. Zongisa bango esika bautakie mama. Zongisa bango esika bautakie. Kidoshi mirai na yakuduma. Bobe tamukuna. Problème. Boyoka force à Bazalendo. La force qui écrase. Mon lieutenant général Christian Chioué, le défenseur Jean-Pierre Bemba Combo, les gouverneurs Chirimwami, la victoire est à nous. Abedachor, Big Boss. Sabereka, Yaché, Oye, mon colonel B50, colonel Patrick le vrai moment, financier sa débat, Bokon Sévéré Matunda, le Wissi Bauma, leader Kwasa, Marc Maving, Charles Cheke, Darcy de Mounir, Gobi Misika, les fils de son père, mon frère Bantu Pandaleo, Marcelé Ezra, Chéri Abato, Alex Yakilimani AA, Maladox, mon petit Faxon, Socrate Bin Sadiki, Ajus Défendeur. Merci beaucoup. Pour l'équipe Fozalissa
unapenda mpigani na wazalendo. Moko sambwa, mutanyamaza, mutatampika mpofu, ungashalandwange. Mwasinda mirepacha surania mwana marea, ungachachuka, ungaendia mwamafi. Jimanga kanefu, Alto Anasa, l'officier de la nouvelle génération. Appelle-moi le king Titelaine, Dimbai Miani, c'est le Castafiore, Zigzag, Wamwela, Fionto, Makashasha Mavereke.